Bonsoir à tous, bienvenue à l'apéro des carreaux spécial Adeline Dieudonné, qui a donc l'actu choc en la personne, j'allais dire, en le livre de Kérosène, qui est sorti chez l'Iconoclaste. On va revenir forcément sur La vraie vie, qui est sorti il y a 3 ans maintenant. Et d'ailleurs, on avait fait un petit jeu pour faire gagner le poche de La vraie vie chez Livre de Poche. Adeline, merci d'être avec nous ce soir, ça nous fait super plaisir. Mais merci à vous, merci beaucoup. On a lu et relu ton livre, tes livres, et on voulait du coup, écoute, première question, que tu te présentes et que tu nous racontes un petit peu cette grande aventure qui s'est passée avec La vraie vie. La vraie vie, effectivement, ça a été une aventure incroyable parce que c'était mon premier roman et que j'imaginais pas du tout qu'il allait avoir un tel succès. J'étais déjà en fait juste très heureuse d'avoir la chance d'être publiée. Et puis en fait, il a gagné le prix du roman Fnac, le prix Première Plume, et enfin, il a gagné pas mal de prix au moment de la rentrée littéraire 2018. Et donc, ça l'a lancé complètement et ça a été une espèce de déferlante que j'ai toujours pas très bien comprise aujourd'hui. Et voilà, donc ça a été une grande aventure qui a complètement changé ma vie. Et là, j'ai écrit mon deuxième livre, Kérosène, qui a été publié 1er avril 2021, toujours aux éditions de l'Iconoclaste. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant d'écrire, de t'être lancée dans l'écriture de La vraie vie? Alors, à la base, j'avais une formation de comédienne, mais j'ai jamais réussi en tant que comédienne. J'ai fait pas mal de casting et comme beaucoup de comédiennes, hein, ça n'a pas, enfin, comme beaucoup de gens qui ont une formation de comédien ou de comédienne, ça n'a pas démarré. Donc, j'ai fait pas mal serveuse et puis j'ai bossé comme assistante de production dans des boîtes de production cinéma. J'avais fait un peu d'architecture d'intérieur aussi. Donc voilà, plein de petits jobs, plein de choses différentes au gré des opportunités qui se présentaient à moi. Et tu as toujours eu envie d'écrire? Non, c'est venu tard. C'est venu. En fait, je travaillais dans un bureau d'études d'archi d'intérieur. J'avais 33 ans et je voyais plus aucun sens à mon travail. Parce qu'en gros, je vendais des plaids et des coussins à des gens très riches. Et je voyais le monde dans lequel j'avais mis mes 2 enfants, qui est le monde qu'on connaît, donc avec les enjeux climatiques, les enjeux écologiques, la crise économique, tout ça. Et que je désespérais de faire un travail qui à ce point-là, ne changeait rien à cette situation. Et donc, j'ai démissionné et j'étais vraiment dans une période très difficile où je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Et en plus, j'étais au chômage. Et c'est là que l'écriture est arrivée, en fait. Parce que j'ai rencontré un écrivain qui m'a dit mais pourquoi t'écris pas tout ça? C'est une bonne façon au moins d'exorciser tes angoisses. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Mais donc, c'était pas du tout un rêve de petite fille. Et je peux pas dire que l'écriture m'a accompagnée toute ma vie. C'était une écriture thérapie un peu pour ce moment de ta vie où... Ouais, vraiment une façon de mettre à distance ce qui m'angoissait et puis d'en rigoler aussi. Parce que donc, ça a donné naissance à mon premier livre, qui n'est pas un roman, qui est une pièce de théâtre qui s'appelle Bonobo Moussaka, et dans lequel je ris aussi du milieu duquel je suis issue, c'est-à-dire la bourgeoisie et des travers de cette bourgeoisie de droite. Et donc oui, c'était vraiment complètement thérapeutique. C'était une façon de mettre à distance, mais avec de l'humour, avec un humour noir, grinçant. Ce qui m'a permis aussi de découvrir que j'avais ça en moi. C'est pas du cynisme, mais c'est ce côté mordant. Voilà. Tu as mis combien de temps à l'écrire, ce livre? Bonobo, ça a été très rapide. J'ai mis 2-3 mois. Ça a vraiment été très vite parce que je me suis imposée. J'avais eu tellement de projets dans ma vie qui n'avaient pas abouti
Que sur Bonobo, je m'étais fait juste une promesse, que c'était que j'allais au bout de l'écriture de cette pièce de théâtre et que je voulais faire 2 représentations. C'était vraiment mon objectif, mais donc je m'y suis tenue et j'ai écrit tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant 2 mois. Et c'est ça qui a fait que j'ai pris cette discipline d'écriture quotidienne. Et quand j'ai eu fini d'écrire Bonobo, j'ai eu une espèce de postpartum comme ça. Je me sentais complètement vide et j'ai eu envie de continuer. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné sur des nouvelles et puis sur l'écriture de la vraie vie. Et alors, Bonobo, tu l'as mis en scène également? Je ne l'ai pas mis en scène, je l'ai joué. Tu l'as joué? Ouais. Et je l'ai Donc, joué. tu as fait 2 représentations? Non, on a fait plus du coup. Ouais, non, on a fait une trentaine de dates. Et on aurait dû en faire beaucoup plus parce on était censé aller à Avignon en 2020 avec le spectacle. Et j'avais trouvé un producteur français et donc le projet aurait dû prendre beaucoup plus d'ampleur. Mais ça s'est pas fait en 2020. Ça se fera pas là en 2021 non plus parce qu'Avignon, je sais pas si ça a lieu, mais si ça a lieu, c'est dans des conditions qui de toute façon sont pas cool. Et donc moi, je lâche un petit peu ce projet-là parce que j'ai envie de partir sur des nouvelles choses. C'est un texte que j'ai quand même écrit maintenant il y a 5 ans, donc je le laisse partir. Et si une autre comédienne a envie de le reprendre, c'est super. Mais moi, j'arrête. Ok. Et alors, la vraie vie, raconte-nous donc cette période de ta vie où du coup, plein de remises en question. Et ce texte, il sort comment? Parce que Ouais, le déclic. Ouais. Alors, le truc, alors, c'est toujours compliqué de définir exactement la naissance d'un roman, mais après Bonobo, j'ai eu envie de partir sur un deuxième spectacle. Enfin, en tout cas, je savais que ça. Enfin, je n'avais que cette expérience-là d'écriture, et donc j'ai commencé à parler écrire avec la voix d'une comédienne qui est sur scène et qui parle de son enfance, et c'était vraiment un ton comme ça qui était très très énervé. Et tout à coup, il y a cette histoire de glacier et ces 2 enfants qui sont face au marchand de glace qui sort comme ça, qui jaillit. Et là, je me suis dit waouh, j'ai pas envie d'écrire un spectacle avec ça, j'ai envie d'écrire autre chose. Donc ça s'est transformé en nouvelle. Et puis à partir de cette nouvelle, j'ai commencé. Donc j'avais juste ces 2 gamins face à cet accident, et je me suis dit j'ai envie de les suivre, j'ai envie de savoir ce qui leur arrive. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire la vraie vie. Je déflore pas trop parce que s'il y a des gens qui ne l'ont pas lu, j'ai pas envie de trop déflorer, mais. Et parallèlement à ça, j'avais écrit une autre nouvelle que j'avais envoyée à un concours et que j'avais envoyée à cet écrivain qui m'avait si gentiment conseillé de commencer à écrire. Et en lisant la nouvelle, il m'a dit « Mais il faut absolument que tu fasses un roman. » Et j'ai eu besoin de cette autorisation-là. C'est un peu con, mais j'ai eu besoin que qu'un écrivain, entre guillemets, m'autorise à écrire, me dise si, tu as le droit d'écrire un roman. Parce que moi, je pensais que écrire des romans, c'était réservé à des gens qui avaient fait des grandes études de lettres, une espèce d'élite intellectuelle dont je ne faisais pas partie. Et donc, j'ai eu besoin de ça. Et alors, comment tu t'y es prise? Parce que c'est pas si simple de passer d'une nouvelle à écrire un roman en entier, et en plus, après, avec le succès qu'il a eu, tu as réussi déjà à aller jusqu'au bout? Ouais. Ça a été assez difficile, effectivement, parce que ce qui est hyper compliqué, je trouve, dans l'écriture du roman, c'est que il y a un moment, surtout que moi, je fais pas de structure avant de commencer à écrire. Donc j'avance vraiment de façon assez linéaire dans l'écriture. Et donc, il y a un moment où on est perdu et où on peut vraiment perdre la discipline d'écriture parce que on sait plus du tout où va l'histoire. On se retrouve avec une masse quand même de matière déjà écrite et on arrive. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de doutes pendant l'écriture de la vraie vie, mais j'avais cette volonté chevillée au corps qui était de dire tu n'abandonnes pas, tu n'as pas le droit de t'arrêter avant la fin de l'histoire. Et donc, c'est comme ça que. Mais j'ai vraiment dû m'accrocher, ça a été assez douloureux. Et c'est comme ça que je suis arrivée à une première version de manuscrit.
qui est relativement éloigné du roman publié. Parce qu'à ce moment-là, je l'ai envoyé à l'Iconoclaste. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Julia Pavlovitch, qui allait devenir donc mon éditrice, qui a lu cette première version et qui m'a dit, écoute, il y a plein de bonnes choses dedans, mais la fin, ça va pas du tout. Et donc, en gros, elle m'a supprimé. Donc, en fait, tous les éléments y étaient déjà, mais la fin, j'ai dû complètement la retravailler, la réécrire. Et donc, ça a été 3 mois de retravail assez intensif pour finalement arriver à la vraie vie. Mais donc, j'ai eu besoin d'être accompagnée à un certain stade de l'écriture. Je trouve ça vraiment très difficile d'être seule face à l'écriture d'un roman. Et donc, c'est là que j'ai découvert le métier d'éditrice, qui est vraiment un métier nécessaire et indispensable. Je crois qu'il y a des auteurs qui s'en passent pratiquement, mais moi, j'en ai vraiment eu besoin, en tout cas pour le premier. Est-ce qu'on peut te demander ta rencontre avec justement les éditions de l'Iconoclaste? Tu les connaissais? Tu as contacté plusieurs maisons d'édition? Pourquoi eux? Oui, pourquoi eux? En fait, il y avait dans la classe de ma fille, elle avait sa meilleure copine, et un jour était invitée à un goûter chez elle. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de la maman de la copine de ma fille, qui m'a dit qu'elle était attachée presse littéraire. Et donc, moi, il y avait cette nouvelle que j'avais envoyée à ce concours de nouvelles qui, entre-temps, avait gagné le concours. Et donc, je lui ai donné cette nouvelle en disant, mais tiens, j'écris un peu, qu'est-ce que tu en penses? Elle a lu et elle m'a dit, écoute, c'est vraiment très, très bien. Est-ce que tu m'autorises à faire lire cette nouvelle à une éditrice française, qui était donc Julia Pavlovitch aux éditions L'Iconoclaste? Parce que Julia venait de lui dire à elle, écoute, je suis à la recherche de nouveaux talents et peut-être en dehors des frontières françaises, donc j'ai envie d'aller vers des autrices, parce qu'elle avait aussi une volonté de publier des autrices belges ou suisses, enfin voilà, elle avait envie de sortir des frontières. Et donc ça a vraiment été juste un bon match à ce moment-là. Et donc Julia a lu ma nouvelle et a dit, moi je veux un roman. Et comme j'arrivais justement à la fin de cette première version de manuscrit, je l'ai envoyé. Mais donc non, il n'y a que l'Iconoclaste qui a reçu La Vraie Vie, ce qui fait beaucoup râler les autres éditeurs, parce que c'est même pas comme si c'était un manuscrit qui leur était passé. C'est même pas comme s'ils étaient passés à côté. C'était le bon endroit, le bon moment, le bon livre, en fait. Ouais, tout était aligné et du coup, tu es parti chez l'Iconoclaste. Et oui, j'imagine que maintenant, il y a plein d'éditeurs qui doivent toc-toquer en disant on veut Adeline Dieudonné. Eh ben, même pas tant que ça. À mon avis, je dois renvoyer cette image des gens qui sont très bien en couple et qu'on vient même pas draguer tellement, tellement on sent qu'ils sont bien. C'est vrai que je suis tellement, parce que c'est un succès qui s'est construit tous ensemble. Le succès de La Vraie Vie, c'est pas uniquement moi, c'est le travail de mon éditrice et c'est le travail de toute une équipe autour qui a vraiment été super. Donc vous êtes bien placé pour le savoir. Le succès d'un livre, ce n'est pas uniquement un bon texte. Il faut qu'il y ait une bonne maison d'édition autour. Il faut qu'il y ait un bon service de presse. Il faut qu'il y ait une belle couverture. Enfin, c'est vraiment un travail qui est collectif. Et à ce niveau-là, l'Iconoclaste, ils sont top. Ils font vraiment, je trouve, un boulot exceptionnel. Et je le vois avec les autres romans qu'ils publient, les autres auteurs qui sont publiés chez eux. C'est à la fois de l'artisanat, c'est une maison qui est à taille humaine et qui fait un boulot formidable. Ouais. Alors, juste petit bémol sur les belles couvertures, parce qu'il y a plein de bons livres qui ont des couvertures toutes pas pourries, spécialement jolies. Voilà. Donc, c'est pas... C'est vrai. Et alors, cette couverture de La Vraie Vie, on en parle d'ailleurs, parce qu'elle est quand même assez extraordinaire pour le coup. Alors, c'est une des premières versions ou... Oui, en fait, ils ont tout de suite eu l'idée de mettre cette image, ce collage d'un fauve à l'intérieur d'une maison. Sauf que au départ, c'était une façade que j'aimais pas du tout, qui était une façade très urbaine en fait. Ça me faisait penser à ces maisons mitoyennes ouvrières qu'on peut voir chez nous du côté de Charleroi. Mais donc, il y avait un côté assez urbain que j'aimais pas du tout, parce que pour moi, dans la vraie vie, il y a vraiment un rapport à la nature, au sauvage.
Et puis donc, rapidement, ils sont venus avec cette deuxième proposition où là, on était dans un pavillon, voilà, quelque chose d'un petit peu... alors, on n'est plus dans l'urbain, on n'est pas non plus dans le sauvage, avec cette nature, cette pelouse impeccable. Et ça, tout de suite, j'ai adoré et j'étais super emballée, quoi. Alors, on peut peut-être lire le premier extrait, Caro, si tu veux bien, comme ça, parce que du coup, on est vraiment dedans, là. Ouais. Et ça explique aussi un peu en partie la coupe. C'est Adeline, c'est toi qui lis, hein? C'est la vraie vie? Oui, c'est ça. Attends, je vais le chercher. J'ai oublié que je devais lire la vraie vie. J'ai que Kérosène. Je le projette à l'écran aussi, mais du coup, je pense que tu peux le faire lire sur livre. Parce qu'en plus, l'extrait est particulièrement bien choisi. On va comprendre tout de suite cette couverture. En fait, c'est la scène d'ouverture, parce que c'est vrai qu'on peut absolument pas spoiler ce livre. Donc, du coup, on n'a pas pris de risque, on a pris la scène d'ouverture. Et c'est la scène d'ouverture. Jusqu'où, excuse-moi, Caro, parce qu'en plus, tu me l'as envoyé. Alors, la chambre des cadavres. Oui. Jusqu'à la chambre des cadavres. Ah oui, d'accord, ok. À la maison, il y avait 4 chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. Des daguets, des sangliers, des cerfs, et puis des têtes d'antilopes de toutes les sortes et de toutes les tailles. Springbok, impala, gnou, oryx, kobu. Quelques zèbres amputés du corps. Sur une estrade, un lion entier, les crocs serrés autour du cou d'une petite gazelle. Et dans un coin, il y avait la hyène. Tout empaillée qu'elle était, elle vivait, j'en étais certaine, et elle se délectait de l'effroi qu'elle provoquait dans chaque regard qui rencontrait le sien. Au mur, dans des cadres, mon père posait, fier, son fusil à la main sur des animaux morts. Il avait toujours la même pose. Un pied sur la bête, un poing sur la hanche, et l'autre main qui brandissait l'arme en signe de victoire, ce qui le faisait davantage ressembler à un milicien rebelle shooté à l'adrénaline du génocide qu'à un père de famille. La pièce maîtresse de sa collection, sa plus grande fierté, c'était sa défense d'éléphant. Un soir, je l'avais entendu raconter à ma mère que ce qui avait été le plus difficile, ça n'avait pas été de tuer l'éléphant, non. Tuer la bête était aussi simple que d'abattre une vache dans un couloir de métro. La vraie difficulté avait consisté à entrer en contact avec les braconniers et à échapper à la surveillance des gardes-chasse. Et puis prélever les défenses sur la carcasse encore chaude. C'était une sacrée boucherie. Tout ça lui avait coûté une petite fortune. Je crois que c'est pour ça qu'il était si fier de son trophée. C'était tellement cher de tuer un éléphant qu'il avait dû partager les frais avec un autre type. Ils étaient repartis chacun avec une défense. Moi, j'aimais bien caresser l'ivoire. C'était doux et grand, mais je devais le faire en cachette de mon père. Il nous interdisait de rentrer dans la chambre des cadavres. Cette chambre des cadavres, c'est un personnage à part entière, finalement. Mais oui. On ne peut pas trop dévoiler, mais effectivement, c'était important, je trouve, cet extrait, parce que ça pose l'ambiance, déjà. Et puis, effectivement, on découvre donc la narratrice, qui a une dizaine d'années, hein, et dont on ne connaît pas le prénom. Non. Alors ça, c'était un choix dès le départ, ou finalement, ça s'est présenté comme ça? Parce qu'on connaît le prénom de son petit frère, par exemple. Oui. Pas elle. Alors, c'était pas un choix dès le départ. Il y a plusieurs aspects. Il y a le fait que déjà, elle parle à la première personne du singulier, et donc c'est vrai que naturellement, on a peu tendance à dire son propre prénom. Là, sur 1 heure de conversation que je vais avoir avec vous, il y a peu de chances que je prononce mon prénom. Donc, naturellement, dans la première version du manuscrit, son prénom était cité qu'une seule fois, et c'était un moment où sa maman l'appelait. Et c'est vrai que je me suis dit, s'il est cité qu'une seule fois, ça vaut peut-être la peine de le retirer, parce que j'aime pas donner des noms aux personnages, parce que je trouve pas ça très nécessaire, en fait, et que ça les... J'ai l'impression que les noms, ça peut brider l'imaginaire des lecteurs, et que ne pas en donner, ça ouvre beaucoup plus. Donc, son petit frère, ça, j'avais pas le choix, il fallait vraiment que je lui donne un prénom. Mais sinon, le père n'a pas de prénom, la mère non plus. On parle de la plume, du champion. Enfin, il y a beaucoup de personnages dans le livre qui ne sont pas nommés. Et tant que je peux le faire, je le fais. Peut-être parce que ça, je sais pas, ça offre quelque chose de plus universel sur les personnages. Tu t'es rattrapé dans Kérosène. Parce que là, ouais, il y a plein de personnages, il y a plein de prénoms. Oui.
bah là, j'ai pas eu le choix, mais de nouveau, je suis jamais très à l'aise avec les prénoms. C'est peut-être simplement de la paresse de ma part, hein, mais c'est pas évident, je trouve, de trouver le bon prénom pour un personnage. Alors, soit je prends des prénoms très, très banals, ce qui est le cas dans Kérosène. Il y a quand même beaucoup de prénoms voilà, entre Julie, Juliette, Juliane, Victoire. Judith, Victoire. C'est quand même des prénoms. Ah, Victoire, c'est déjà un tout petit peu plus original, mais sinon, c'est quand même des prénoms assez communs. Ou alors, il y a Pupute. C'est vrai que Pupute, c'est moins cool. Alors, il y a Benoît dans le chat qui demande si tu as pensé que la vraie vie pouvait décevoir ou si tu étais parfaitement confiante quand il est sorti, j'imagine. La vraie vie ou Kérosène? La vraie vie. Ah oui. Non, la vraie vie, j'avais vraiment aucun a priori parce que pour moi, comme c'était un premier roman, j'étais juste très contente qu'il sorte et moi, je m'attendais à ce que si on en avait vendu 1000 ou 2000, ça aurait déjà été tellement extraordinaire. Donc, il ne pouvait pas y avoir de déception puisqu'il n'y avait pas d'attente particulière. Il n'y a pas d'attente. Ouais. Tout le monde c'est plus difficile pour le deuxième. Oui, c'est ça, exactement. Le deuxième, j'imagine que ça fait des années qu'on te dit alors, à quand le deuxième? Ouais. Forcément, il était super attendu. Ouais. Comment ça se passe du coup la transition avec l'écriture du deuxième? Parce que là, tu te dis, il ne faut pas que je me foire après le succès. Je ne sais pas dans combien de pays a été traduit La vraie vie. 21. 21. Enfin, 21 langues. Attends, et juste ça, quand même, on peut demander, ça fait quoi d'avoir son livre qui est traduit en 21 langues? C'est extraordinaire, non? C'est dingue, c'est juste dingue. Quelle est la langue qui t'a le plus marqué? Surprise? Toutes les couvertures de livres chez toi? Dans toutes les langues? Ouais, je les ai pas toutes, mais j'en ai beaucoup, oui. Ouais. D'accord. Et c'est surprenant parce qu'il y a vraiment à boire et à manger dans les couvertures. J'imagine, ouais. Alors, donc, oui, non, c'est fou. Est-ce qu'il y en a une qui m'a plus surprise? Bah, l'anglais, c'est cool parce que c'est la langue de Stephen King, donc ça voulait dire que potentiellement, il y avait peut-être une chance qu'un jour Stephen King me lise. C'était assez. Et ça a été traduit comment? The Real Life, tout simplement? Real Life, sans le okay. Ouais. Tu l'as lu en anglais pour voir par curiosité? J'ai lu des petits morceaux, mais j'avoue que ça m'intéresse pas de me relire. Surtout que j'ai vraiment l'impression de retrouver mon histoire. Il y a pas de et je maîtrise pas suffisamment l'anglais pour voir des petites subtilités de langage qui pourraient m'émerveiller. Donc non, je l'ai pas relu. Mais par contre, j'ai eu pas mal de contacts avec les traducteurs et ça, c'est assez chouette. De communiquer avec eux parce qu'ils voient des choses que moi je vois pas. Ils sont plus intelligents que moi. C'est pour bien comprendre le sens de tes phrases, c'est ça? Que tu as communiqué avec eux? Oui, c'est ça. C'est bien comprendre le sens de certaines expressions. Par exemple, il y a autour de chez l'héroïne, il y a le bois qui s'appelle le bois des petits pendus. Et il y avait par exemple en anglais, il y avait plusieurs façons de le traduire. Et donc, il me demandait qu'est-ce que j'avais voulu dire par bois des petits pendus. Est-ce que pour moi, ça voulait dire qu'il y avait des enfants qui avaient été pendus dans ce bois, ou est-ce que ça pouvait être d'autres significations donc, c'est des choses comme ça. Et puis alors aussi voir sur qu'est-ce qu'on adapte. Et ça, je trouve que c'est une question passionnante. Moi, je suis pour adapter au maximum, mais il y a des auteurs qui n'aiment pas du tout. Donc, par exemple, dans La vraie vie, le petit frère qui s'appelle Gilles, il s'appelle Sam en anglais. La nourriture qu'il mange, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même assez connotées belges. C'est devenu, par exemple, je sais pas, les fish sticks, enfin le poisson pané. C'est devenu des donuts en anglais. Donc, moi j'aime plutôt bien l'idée de entre guillemets, dénaturer. Voilà. C'est des questions comme ça qui sont assez passionnantes et je m'étais jamais imaginé que. Moi qui lis quand même pas mal de romans traduits, j'avais jamais imaginé que c'était des questions qu'on pouvait se poser. Oui, c'est ça, tu t'étais même peut-être pas posé la question de savoir si ça existait ou pas, quoi. C'est hyper intéressant, je trouve. Ouais. Et donc, on a gardé à peu près La vraie vie dans toutes les éditions? Le titre, je veux dire. En traduction, mais est-ce qu'il y a un... Parce que ce titre, il est fort aussi. Comment est-ce qu'il t'est venu? Je voulais te demander. Alors, juste, en coréen, ils ont changé complètement le titre et je le trouve tellement magnifique. Ça s'appelle
l'hiver de l'été. Ah ouais. Et je trouve ça tellement beau. C'est marrant, ouais. Et tellement asiatique. Je pense pas que c'est un titre qui pourrait marcher en français, mais l'hiver de l'été, je trouvais ça super poétique. Mais excuse-moi, ta question, c'était... Si c'est toi qui avais décidé... Ah oui, si c'est moi qui ai trouvé le titre. Non, c'est pas moi. C'est Sophie de Civry, la directrice de l'Iconoclaste. En lisant, parce qu'au début du livre, la petite fille parle à son petit frère et elle lui dit les histoires, elles servent à mettre dedans tout ce qui nous fait peur, comme ça on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Elle a entouré la vraie vie, et elle a mis titre, point d'interrogation, et c'était super, parce que moi je cherchais, comme à mon avis beaucoup d'auteurs de premiers romans, on cherche le titre qui claque, le truc un peu intello. Moi je cherchais plutôt des trucs genre... J'adorais les titres de Houellebecq, genre extension du domaine de la lutte, des trucs comme ça qui font un peu mystérieux. Et puis elle arrive avec La vraie vie, qui est un titre super, un peu enfantin, un peu naïf. Et en fait, oui, tout de suite, je me suis dit, ouais, ça t'a plu tout de suite. Tu te dis, allez, c'est ça. Ouais. Alors, parlons du titre de ton deuxième livre, du coup, Kérosène. Raconte-nous. Ah là, c'est moi qui l'ai trouvé. Je suis contente. Et il est venu de façon assez évidente, en fait. Je me suis dit, je voulais trouver quelque chose qui tourne autour du champ lexical de la station-service des énergies fossiles. Et kérosène, je trouve que c'est un très joli mot. Graphiquement, il rend très, très bien. J'aime bien les lettres spéciales, genre comme le K, le Z. Donc ça, c'est venu de façon assez évidente, puisque c'est un livre qui se passe dans une station-service. Le postulat de départ, c'est 14 personnages dans une station-service, si on compte le cheval et qu'on exclut le cadavre. Et on va explorer C'est vraiment quelque chose qui est à mi-chemin entre le recueil de nouvelles et le roman. C'est ni l'un ni l'autre. Et donc voilà. Donc on avait cette station-service. Alors raconte-nous du coup cette aventure, parce que là, forcément, tout le monde attendait impatiemment cet après la vraie vie. Tu t'es laissé un peu de temps, du coup, tu t'es pas précipité, tu n'as pas voulu sortir un livre tout de suite après. Tu as fait d'autres choses aussi, tu as fait pas mal de radio, tu as fait du théâtre, et du coup, tu t'es vraiment laissé du temps pour mûrir ce troisième livre. Oui, et puis je me suis un peu perdue en chemin aussi, parce que c'est vrai que c'est compliqué, un deuxième roman. Je savais que j'étais très attendue. Et cette attente, à la fois c'est super, et à la fois il y a quand même un moment où je peux pas être partout. Parce que la promo de La vraie vie m'a pris aussi énormément de temps, parce que justement les traductions, ça fait que j'ai dû aller le défendre dans d'autres pays. Et donc il y a un moment, une impression de ça ne va jamais s'arrêter. Encore aujourd'hui, je donne des interviews sur La vraie vie, parce que il est sorti au Chili il y a un mois. Voilà, il fallait donner. Et donc, à un moment où c'est vrai qu'on a envie de dire, bon, maintenant c'est bon, j'ai envie de clore ce chapitre-là, et j'ai vraiment envie. Surtout qu'à chaque fois, effectivement, les gens demandent, et alors le suivant? Donc, c'est un peu envie de dire, mais 2 secondes. Je peux pas faire les deux, quoi. Et donc, et puis je me suis un peu perdue en chemin, parce que j'écrivais un autre roman dans lequel j'étais très bloquée, parce que justement, je me posais plein de questions qui étaient naturelles, et qui en même temps sont des super mauvaises questions, qui sont qu'est-ce qui a plu dans la vraie vie? Est-ce que les gens, et si je pars dans cette direction-là, est-ce que les gens vont s'y retrouver? Et au niveau du style aussi, est-ce que je dois garder ce style très simple, ou est-ce que je peux pas aller chercher un peu dans quelque chose d'un peu plus élaboré? Enfin, bref, plein de questions, mais qui sont en fait hyper bloquantes pour écrire. Et alors, ce deuxième roman, le truc, c'est surtout, il y a 1 an, quand le premier confinement a été annoncé, c'est un bouquin qui parlait de collapsologie et de survivalisme. Et donc, je me retrouvais complètement bloquée, parce que, quelque part, on était en train de vivre une forme d'effondrement. Enfin, en tout cas, au moment où c'est arrivé, on ne savait pas du tout vers où on allait. Donc, je l'ai laissé de côté, parce que j'étais complètement bloquée, et je me suis dit, je vais faire ce qui m'amuse, ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire des nouvelles. Et donc, j'ai commencé à écrire des histoires courtes, et puis, chemin faisant, je me suis dit, mais ce serait drôle que tous ces personnages se retrouvent, qu'il y ait un lieu dans lequel on puisse tous les retrouver.
Et c'est comme ça qu'est née la station-service et c'est comme ça qu'est venu Kérosène. Mais donc j'ai écrit Kérosène sans savoir que ça allait être mon deuxième livre publié. Et donc, j'ai bypassé l'angoisse du deuxième. Et c'est pour ça qu'il y a une telle liberté, une telle insouciance dans Kérosène et je suis trop contente de ça. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pu faire un deuxième livre sans savoir que ça allait être mon deuxième et donc en échappant complètement à cette pression du deuxième livre. Alors, il a un accueil formidable, ton Kérosène. Il est très original parce que du coup, il est construit, comme tu disais, on a l'impression de lire des nouvelles. Finalement, il y a ce fil conducteur avec ce personnage, comme tu disais, Caro, de la station-service, finalement, qui peut être le personnage principal récurrent du livre. Ouais. Comment les personnages te sont venus? Parce que du coup, il y a une multitude de personnages. Moi, en le lisant une deuxième fois, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnages qu'on avait déjà croisés en personnages secondaires qui passaient en personnages principaux dans d'autres chapitres. C'est vrai que j'étais passée, j'avais lu trop vite, donc j'avais pas vu, donc j'ai bien aimé faire cette deuxième lecture. Comment tu as décidé déjà de l'ordre? Comment tu as décidé de cette construction assez particulière de ton livre? Alors, l'ordre, c'est vraiment un assemblage qui est venu très tard, vraiment vers la fin, quand j'avais toutes les histoires. Alors, ça a été un casse-tête parce que je devais répondre à plein d'impératifs, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnages qui réapparaissent d'une nouvelle à l'autre. Donc, il y a une chronologie dans laquelle il y a vraiment des histoires qui doivent apparaître avant d'autres. Ça, c'était une chronologie que j'étais obligée de garder. Mais il y avait le fait de ne pas rester trop longtemps éloigné de la station-service, parce que c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont vraiment complètement déconnectées de cette station-service. Donc, c'était aussi de me dire, il faut que je ramène les lecteurs régulièrement dedans. Le personnage de Monica, qui est pour moi le fil rouge de toute cette histoire, qui traverse vraiment tout le récit, il faut qu'elle revienne aussi régulièrement. Et puis au niveau du ton aussi, donc c'est pour ça que je dis que c'est un casse-tête, parce que c'est des paramètres qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, mais qu'il fallait respecter. Parce qu'il y a des histoires qui sont beaucoup plus humoristiques, des histoires qui sont beaucoup plus denses et lourdes ou sombres. Et donc ça, je voulais aussi que ce soit relativement hétérogène et qu'on ne se retrouve pas avec 4 histoires très sombres et puis 3 histoires plus légères et plus drôles Enfin voilà, je voulais que tout ça se mélange bien. Donc ça a été un peu... Il y a une multitude de styles. Hein. Là, c'est vrai que d'un chapitre à un autre, tu peux rigoler, tu peux être glacé. Enfin, c'est vrai qu'on surfe sur plein de vagues littéraires, enfin de styles littéraires. Ouais, on a l'impression que tu t'es amusé à l'écrire et à le construire finalement. Ouais, et comme je déteste choisir, je suis une vraie balance, je déteste faire des choix. Bah, c'est vrai que Kérosène, c'était une façon pour moi aussi de ne pas choisir et de me dire effectivement, voilà, je fais un mezzé. C'est comme si j'invitais plein de gens à dîner à la maison et que j'arrivais pas à choisir ce que j'allais faire à manger. Et donc, je fais un buffet comme ça où je m'amuse avec toutes mes recettes préférées en me disant, je veux faire goûter un peu tout à tout le monde. Donc, c'est... Alors, je t'avoue que nous, quand on a dû choisir les extraits, on a eu du mal aussi parce qu'il fallait choisir. Et donc, on a pris les personnages préférés qu'on avait en commun, Caro et moi. Victoire et Julie. Je propose qu'on lise un petit extrait de Victoire. D'accord. Victoire, elle apparaît 2 fois dans ton livre. C'est page 37-39. De l'origine de cette haine, elle était allergique à eux. Super. Et je mets tout de suite à l'écran. Oui, Victoire, c'est la seule qui a droit à 2 chapitres. C'était ta chouchoute? C'était pas ma chouchoute. Tu pouvais pas tout mettre en un chapitre. En fait, c'était bien de laisser un peu ce suspense dans le bouquin. Il fallait, oui. Et comme il y a une ellipse temporelle, moi, je trouvais ça pas mal que pendant cette ellipse, c'est comme au cinéma, en fait, quand il y a une ellipse, c'est bien qu'on change de lieu entre les deux, parce que sinon, ça fait un cut comme ça qui est un petit peu bizarre. Et voilà, j'aimais bien cette construction-là aussi. C'est vrai que l'histoire de Victoire, la première partie m'est apparue comme ça, mais très facilement. Et la deuxième, je savais que je devais la raconter, mais c'est la dernière que j'ai écrite parce que je savais que ça allait être dur. Je crois qu'elle est dure à lire et pour moi, elle a vraiment été éprouvante à écrire. Et donc, et en même temps, c'est une de mes préférées, mais voilà. Donc Victoire, elle a droit à 2 chapitres. Allez, Victoire.
Donc, je m'arrête où? Excuse-moi. Jusqu'à... Elle était allergique à l'eau. Ah, ok, super. L'origine de cette haine envers les dauphins restait floue pour Victoire. Elle savait que c'était lié à un souvenir. Ce souvenir n'avait pas disparu, mais elle l'évitait. Si le psychisme de Victoire avait été une maison, on aurait pu dire que ce souvenir y vivait, occupant tout l'espace, la chambre, la cuisine, le salon, la salle de bain, le jardin, et que Victoire se tairait, cachée dans une malle du grenier, sortant la nuit pour aller grignoter quelques restes dans la cuisine, faisant ses besoins dans un seau pour être sûre de ne jamais, jamais croiser son souvenir. Elle refusait tous les shootings qui se déroulaient sur une plage près d'une piscine ou dans n'importe quel autre endroit lié à la mer, à l'océan ou à l'eau. Son agent le savait et il avait bien compris que ça n'était pas négociable. Aucune marque, aussi prestigieuse soit-elle, aucun contrat, aucune promesse d'argent n'avait pu lui faire changer d'avis. Tout le monde voyait ça comme un caprice de diva et elle avait acquis un statut qui lui permettait d'en avoir. Elle se demandait même parfois dans quelle mesure cette réputation de diva n'avait pas contribué à l'essor de sa carrière. Elle s'en foutait un peu au demeurant. Elle avait 25 ans, sa carrière touchait à sa fin et sa vie aussi, sans doute. Elle ne se voyait pas vivre au-delà des 30 ans. Sauf si tous les dauphins étaient exterminés d'ici là, mais elle avait peu d'espoir. Elle suivait de près l'évolution des populations et ces connards d'écolos faisaient bien leur boulot. La plupart des espèces étaient protégées. Elle les haïssait tous. Les dauphins communs, les grands dauphins, les dauphins bleus, les dauphins blancs et même les marsouins, les globicéphales et les belugas qui, biologiquement, ne faisaient pas partie de la famille des dauphins, mais pour Victoire, ça ne faisait pas de différence, elle les haïssait. Elle n'en avait jamais à parler à personne. La version officielle, c'était qu'elle avait peur de la mer et qu'elle était allergique à l'eau. C'est une sacrée scène parce que, comme tu le dis, à un moment dans le livre, tout le monde aime les dauphins. Donc, rencontrer ce personnage qui a une haine si farouche envers ces bêtes que tout le monde aime, c'est vrai qu'elle est à la fois mystérieuse. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'ai adoré justement la retrouver un petit peu plus tard parce que pendant tout le bouquin, je me suis dit, mais j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors forcément, on ne vous le dira pas. Vous allez le découvrir en lisant Kérosène. Je ne ferai pas comme dans la grande librairie où j'ai trouvé que Lionel en avait trop dit et j'étais folle hein, parce que je me suis dit, mais c'est pas vrai. Stop, 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 coupe, coupe, coupe. Et il a spoilé à mort. Ouais, et j'étais dégoûtée pour toi. Donc, nous, on va pas du tout faire ça. Il va falloir lire Kérosène si vous ne l'avez pas encore lu. Moi, je voulais juste te dire par rapport à notre petit test ce matin que j'ai regardé Blackfish 2 cet après-midi. Voilà, moi, c'est fait. Et tu l'as trouvé où? Je t'enverrai le lien tout à l'heure si tu veux. Ah ouais, je veux bien. J'ai vraiment envie de le voir, mais moi, j'ai un problème pour trouver... Si c'est pas sur Netflix, je suis vraiment... C'est pas sur Netflix. Je suis nulle. On a parlé de Blackfish aussi ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui est sorti il y a quelques années, qui a eu des prix et qui était incroyable sur la captivité en fait des orques et des dauphins qui sont exhibés dans les SeaWorld, etc. Les delphinariums. Mais d'ailleurs, il y a une loi qui vient de passer, qui est passée il y a pas si longtemps en France. Là, c'est super, qui interdit maintenant la reproduction des dauphins en captivité. Donc, a priori, c'est fini. Ceux qui sont là vont encore vivre le temps qu'il leur reste à vivre. Et puis, il n'y aura plus de dauphins en captivité. Alors, forcément, on parle de ça parce qu'il y a un rapport avec le livre. Hein. Sinon, on ne serait pas invité. Mais on vous en dira pas plus. Mais d'ailleurs, tu vas très loin, je trouve, effectivement, dans les scènes. Comme si tu avais envie de nous provoquer, en fait, par moment, non? Non, il n'y a jamais de provocation. Je sais, c'est une question qu'on m'a déjà posée. En fait, il y a vraiment aucune provocation pour la simple raison que pour qu'il y ait de la provocation, en fait, il faudrait que je pense au lecteur au moment où j'écris. Et en fait, si j'écris bien, si je suis contente, je ne pense pas au lecteur au moment où j'écris. Et c'est super important. C'est-à-dire qu'il faut que je sois uniquement avec les personnages, dans la situation. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de pousser la situation le plus loin possible et voir jusqu'où je peux tendre sans que ça casse. Et ce qui casse, ce serait qu'à un moment, ce ne soit plus vraisemblable ou que la logique des personnages... Et si je cherchais la provocation, c'est ça le risque que je prendrais, en fait. C'est du coup de ne plus tenir compte de la logique des personnages et d'être uniquement dans... Et moi, c'est vraiment important que ça reste très, très organique et que les personnages restent absolument cohérents dans leurs objectifs, dans leur fonctionnement. Et donc, je suis avec eux. Donc, je ne suis pas avec les lecteurs. Alors, ces personnages, donc, ils sont... Vas-y, Caro.
ces personnages, ils sont 12. Ce que je voulais savoir, c'est dès le départ, en fait, tu pensais qu'ils seraient aussi nombreux ou parce que tu disais tout à l'heure que justement, ce qui t'avait bloqué dans le démarrage de ton deuxième roman, c'était de te poser de mauvaises questions. Et du coup, ça, tu l'as écrit complètement libéré. Est-ce que donc t'en as écrit, t'as raconté l'histoire d'un personnage et après un autre et ainsi de suite. Comment t'as mis la limite en fait? Quand est-ce que tu t'es dit bon, il faut que j'arrête et il faut que j'en fasse quelque chose? Écoute, ça, c'est ma maison d'édition qui à un moment me dit écoute, on le publie le 1er avril, t'es OK? Et je fais d'accord. Et je crois que c'est nécessaire à un moment de faire ça. Parce que sinon, c'est vrai que je peux faire un bouquin sur ce principe-là, je peux jamais m'arrêter d'écrire en fait. Parce que, Tu peux faire 10 tomes en fait. Hein. Tu peux faire je peux faire 10 tomes comme ça. Mais oui, complètement. Surtout que ça m'amuse, ça m'éclate complètement. Mais qu'à un moment, c'est vrai que c'est pas mal aussi d'avoir une date de publication parce que ça m'oblige à justement travailler l'assemblage et me dire bon bah maintenant j'ai plus ou moins, je les avais pas tous au moment où j'ai commencé à assembler le livre, mais justement de commencer à penser à l'objet et de me dire ok, si je sais que j'approche d'une date de publication, je commence déjà à rêver à ce que ça va donner et donc on rentre vraiment dans une autre étape de travail qui est vraiment d'assembler, d'agencer et de commencer justement à penser ces histoires dans une globalité. Alors que c'est vrai que tant que j'en suis à me dire bah, la seule contrainte c'est qu'ils sont dans une station-service, ça peut partir longtemps comme ça. Alors dans Kérosène, tu te mets dans la peau de femme, tu te mets dans la peau d'homme et tu te mets dans la peau d'un cheval. D'un cheval. Ouais. Comment ça s'est passé du coup, cette décision de te mettre dans la peau d'un cheval, de faire parler, penser Mais Red Apple, bah ça justement, c'est une des dernières que j'ai écrites quand le livre était assemblé et que j'avais vraiment une vision d'ensemble. Je me suis dit tout à coup, ah mais c'est vrai que je parle de tous les personnages qui sont présents dans cette station-service, mais il y a un cheval et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas droit à la parole et c'est quoi ce spécisme et donc c'est comme ça que je me suis dit tiens, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de savoir où il est né, quelle a été sa vie, comment est-ce qu'il est arrivé jusque-là et surtout où il va. Et comme il était entre les pattes de ce gros taré d'Antoine, voilà, je savais que ça pouvait créer quelque chose d'assez qu'on était dans. Non, je vais pas spoiler cette partie-là. Ah bah non. que voilà, qu'il y avait quelque chose. Il y a plein de surprises pour nous lecteurs parce que c'est vrai que d'un chapitre à un autre, moi parfois je posais le livre, je sautais un peu en l'air et puis je me rasseyais pour me calmer, mais c'est complètement jubilatoire parce que la partie sur le cheval, on s'y attend pas du tout. On se dit mais attends, mais tout d'un coup de qui elle parle et puis tu reprends, tu vois Red Apple, tu dis ah oui, non en fait c'est le nom d'un cheval, donc en fait elle est vraiment en train de parler. Enfin, moi, j'ai trouvé ça complètement dingue que tu puisses, d'un personnage à un autre, il y a des personnages très, très contemporains, je pense à cette influenceuse Instagram qui se prend en photo sous toutes les couvertures ou vraiment qui est ancrée dans le présent. Tu as des personnages comme le dernier personnage, tu parlais de Pupute, qui est un peu plus loin de nous, qui est... je trouve qu'il y a un vrai panel de personnages très différents qui fait que alors, je peux pas dire on se retrouve dans certains des personnages, parce que si on se retrouve dans certains des personnages, on va quand même pas très bien. Mais il y a, pour le coup, il y a une... En même temps, ils font partie de la vraie vie. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un petit échantillon d'humanité. Non, moi, je me sens proche de tous mes personnages. Ah ouais? Ah oui, sur certains aspects, mais c'est ça qui est merveilleux, je trouve, quand on écrit, c'est que justement, on se regarde, c'est une façon de se regarder tout nu dans le miroir aussi et de se dire tiens, il y a ces parties-là qui sont moins reluisantes. Est-ce pour autant que je les aime moins? Moi, j'apprivoise ça, l'agressivité d'une Chélie. Je sais que ça fait partie de moi aussi, ce côté même si moralement et politiquement, je suis plutôt de gauche et je suis plutôt pour la solidarité et le côté la loi du plus fort, tu travailles, tu vis, tu travailles pas, tu crèves, que je trouve abominable. Ça fait aussi partie de moi parce que j'ai grandi, ce que je disais tout à l'heure, j'ai grandi dans la bourgeoisie et donc j'ai été élevée dans cette
dans cette mentalité-là. Donc, ça fait un petit peu partie de moi aussi. Et c'est intéressant justement d'aller l'observer. La docilité d'une Julie qui subit un examen gynécologique. Il faut qu'on lise, Julie. On va lire l'extrait de Julie. Et justement, moi, je voulais rebondir. Donc, tu te sens proche d'un personnage comme Julie? Parce que tu dis, je me sens proche de tous. Sur Julie, la docilité, elle est quand même hyper à part. Hein. C'est l'ovni du bouquin. Ouais. Mais oui, c'est probablement le personnage duquel je me sens le plus proche sur la docilité extrême, cette obéissance, oui, et contre laquelle elle finit par se battre, parce qu'en fait, ça l'amène à la folie. Et moi, oui, là, je me retrouve très, très fort. Je passe ma vie à me battre contre mon obéissance, contre ma docilité. On est tellement, enfin, en tout cas, pour ma part, mais je pense qu'on l'est tous, parce que le système éducatif est vraiment fait comme ça pour nous formater à être des adultes obéissants. Enfin, il suffit de voir pour l'instant ce qui se passe, c'est quand même. Alors évidemment, je ne remets pas du tout en cause les mesures sanitaires, elles sont très nécessaires, mais comme il y en a certaines qui sont absurdes et la dernière fois, j'étais sur la plage, on était 6 sur une plage, mais kilométrique. Eh ben, on avait nos masques. C'est ridicule, ça n'a aucun sens, mais on nous a dit, si, sur la plage, vous devez porter votre masque, et donc on le fait, alors qu'on sait parfaitement que ça n'est absolument, ça n'a aucun sens. Donc voilà, cette docilité, ouais, ça m'interpelle, parce que moi, je sais que je suis super docile, quoi. Et vraiment, c'est un travail de tous les jours de poser des questions, de dire non, pourquoi est-ce qu'on me demande de faire ça? Je suis tout à fait d'accord de le faire, mais si on m'explique qu'il y a une bonne raison pour le faire. Ça a du sens. Ouais. Alors, on lit Julie. On va lire ce petit extrait de Julie. Et merci d'ailleurs de lire les extraits, c'est super agréable quand ce sont les auteurs qui les lisent. Merci. J'adore page ça. 141. 141. C'est de Oliver. Ne m'a pas présenté ses parents. Ah, je ne devais pas la rater. Alors. C'est donc avant l'examen gynécologique. Ah oui, 141. Olivier ne m'a pas présenté ses parents. Ok. Ah, mais de toute façon, voilà. Ah, ben elle est sur le. C'est encore plus facile sur le petit PDF. Olivier ne m'a pas présenté ses parents. C'est Roger et Marie qui m'ont présenté Olivier. D'habitude, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. J'ai d'abord rencontré Marie, à l'Institut de beauté. Je lui faisais le maillot, intégral. C'est pas très courant chez les dames de 70 ans. Mais elle me racontait que son Roger était encore très actif sexuellement et qu'il avait ses exigences. Allez bien jusque derrière, Roger adore l'anulingus. Ça me dérangeait pas, j'avais l'habitude que les clients me fassent des confidences. Je crois qu'elle s'était prise d'affection pour moi. Au moment de payer, elle disait toujours à ma patronne « Vous avez de la chance de la voir, c'est une gentille fille, bien propre. » Je me sentais comme un épagneul breton qu'on caresse entre les oreilles. Elle m'a parlé de son fils, Olivier, un gynécologue comme elle et comme Roger. Elle m'a proposé de venir déjeuner chez eux un dimanche. Moi, je me sentais seule. J'avais 36 ans et j'étais toujours célibataire. Au début, ça m'avait pas dérangée. À l'Institut de beauté, mes collègues me disaient « Alors, toujours personne ? C'est pas normal, tu es jolie, tu devrais trouver quelqu'un. » Alors, je sais pas, avec le temps, j'ai commencé à considérer le célibat comme une forme de handicap. Quand Marie m'a parlé de son fils, je me suis dit que c'était peut-être ma chance et que je devais pas la rater. Alors, je sais pas pour ceux qui ont Moi, j'adore ce chapitre. Mais moi, j'ai relu le chapitre 2 fois parce que je l'ai trouvé tellement dingue, tellement drôle, tellement surréaliste, improbable. Enfin, je me suis... Tu te demandes comment est-ce qu'elle a pu se mettre dans une situation... Mais ouais, en même temps, je sais pas si vous... Tu sais, c'est le moment où tu n'as pas dit non et après, c'est trop tard en fait. Tu peux plus reculer et tu es coincé. Et en fait, elle se retrouve complètement coincée. Ouais. Où tu t'es dit, je vais être sympa, je vais dire oui et ça m'engage à rien. Et puis en fait, et puis c'est vraiment l'engrenage du oui. C'est-à-dire qu'un oui en entraîne un autre et que c'est très difficile quand on a commencé à dire oui de dire un non. C'est vraiment une technique de vente classique, de poser des questions d'abord auxquelles on ne peut que répondre oui. Et puis en fait, on est entraîné dans cette cascade de oui. Ouais.
Est-ce que parmi, alors là, on est toujours dans une période Covid, donc il n'y a pas de salon du livre, je ne sais pas si tu as pu faire quelques dédicaces. J'imagine que tu as des retours de tes lecteurs via les réseaux sociaux, beaucoup. Est-ce qu'on te parle plus d'un personnage que d'un autre? Est-ce que ce personnage de Julie, on t'en parle beaucoup? Comment ça se passe? Oui, j'ai vraiment 3 personnages qui reviennent, c'est Julie, Red Apple et Victoire. Ah bah, C'est c'est les vraiment 3 dont on a parlé. Ouais. Ouais, bah oui. Oui, c'est vraiment ceux qui reviennent, énormément. Alika revient aussi, pas mal. Mais oui, c'est les personnages qui ont le plus marqué. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je t'avais demandé de poser une question pour notre concours pour faire gagner le livre de poche de la vraie vie, et tu as demandé quel était le personnage commun à tes 2 livres. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais pas tilté. Du coup, j'ai repris la vraie vie. On a eu donc plusieurs réponses. Donc, on va donner la réponse, du coup. On va donner la gagnante. Donc, le personnage qu'on retrouve dans tes 2 livres, c'est Monica. C'est Monica. Et effectivement, en reprenant la vraie vie, je me suis dit, mais oui, c'est vrai que ça a du sens de la quitter dans cette petite maison. C'était un personnage un peu bohème, un petit peu bizarre. Enfin, c'est vrai qu'elle était un peu mystérieuse. Et là, c'est vrai que je ne l'ai pas reconnue, en fait, dans Kérosène. Et puis, je pense que tu as peut-être fait un petit peu exprès pour qu'on ne dise pas, tiens, bah, c'est Monica qui revient. Est-ce qu'il y a des gens qui t'en ont parlé, ou est-ce que... Il y a des gens qui m'en ont parlé, mais très peu. Très, très peu. Et mon entourage proche, ma mère, mon amoureux, les gens vraiment tout proches de moi, l'ont pas vu. Alors que, non, pour moi, le lien, il était plutôt évident. C'est juste que je voulais pas trop le surligner. J'avais peur. Enfin, c'est ça qui est toujours très compliqué. Et c'est vrai que j'ai tendance à être, du coup, trop subtile et on ne voit pas forcément les liens. Mais même le glacier, en fait, il y a un petit clin d'œil parce que dans l'histoire de Monica, elle raconte que elle est amoureuse du fils du glacier qui vient lui apporter des glaces pendant sa grossesse. Et en fait, c'est le glacier parce que voilà, on voyage un petit peu dans le temps. Mais ouais, et Monica, c'est vrai que moi j'avais un goût de trop peu dans la vraie vie. J'adorais ce personnage, mais de nouveau, si je suivais la logique de la petite fille, à partir du moment où elle était déçue par Monica, elle était en colère, c'était normal qu'elle aille plus la voir dans la forêt. Et donc ce personnage disparaissait et j'avais envie de la retrouver. Bah, on la retrouve dans la forêt, en fait. Ouais. Bah oui, c'est ça, exactement. Elle n'a pas bougé. Non, elle n'a pas bougé. Et d'ailleurs, je reprends dans Kérosène la phrase qui décrit la petite vallée où elle est avec les rayons obliques du soleil sur la façade en lierre. Et voilà. Et pour moi, c'est tellement évident que le clin d'œil est tellement évident, mais en fait, a priori, les gens ne retiennent pas par cœur mes phrases. Et donc forcément, les lecteurs, ça les frappe pas. Et moi, j'ai déjà l'impression de mettre des gros néons rouges sur le truc. Et alors, du coup, tu es plutôt amusée quand les gens le remarquent ou déçue quand personne ne l'a vu? Oh non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Je trouve ça juste chouette, justement, qu'il y ait une diversité. C'est comme dans la vraie vie. Il y a le twist de fin avec. De nouveau, je vais pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu, mais il y a un petit twist à la fin que environ 10% des lecteurs ont compris. Et moi, je trouve ça hyper chouette, justement, parce que ça crée un petit rapport privilégié avec ces 10%. Et puis les 90% qui l'ont pas perçu, ben, c'est pas grave. Ça les empêche pas du tout d'apprécier le livre. Et moi, je trouve ça chouette, justement, qu'il y ait des tiroirs, qu'il y ait des petits. Voilà, des petits trucs. C'est comme dans les jeux vidéo, comme ça, les petits points bonus, les petites portes cachées où on peut aller chercher des petits trésors en plus. Alors, du coup, on a donné la bonne réponse, mais tu n'as pas donné le nom de la personne qui avait gagné Non, poche. C'est Nathalie Dive. Voilà, donc il faudra envoyer vos coordonnées pour qu'on vous envoie le livre de la vraie vie. Moi, j'ai une petite question parce que tes livres sont très visuels, il se passe plein de choses. Est-ce qu'il y a des adaptations? Est-ce que tu as été approchée pour... ah oui, je vois d'ailleurs qu'il y a Jean-Christophe. Est-ce que tu peux nous dire voilà, oui, alors Jean-Christophe, il parle de BD. Je pense que Caro, elle parlait cinéma ou... Ah oui, moi, j'avais pas vu. Mais je peux répondre aux deux. Ah bah oui, alors, sur la BD, moi, je serais super motivée de travailler évidemment sur ce genre de transposition parce que c'est
c'est presque ce qui m'émeut le plus, c'est le dessin. J'ai une admiration sans borne pour les gens qui savent dessiner et je serais vraiment très, très, très émue de voir mes personnages dessinés. Donc, oui, la vraie vie, pour l'instant, ça n'a pas eu lieu parce que moi, je voulais absolument travailler avec Franck P. Mais il est sur le marsupilami, il est sur le marsupilami encore pour très très longtemps, et donc ça se fera pas avec lui. Donc j'ai passé du temps à espérer que ça se fasse, et puis ça ne se fait pas. Donc là, on rouvre vers d'autres dessinateurs ou dessinatrices potentielles. Kérosène, j'ai pas de touche côté BD pour l'instant. J'ai des touches côté cinéma, mais il n'y a encore rien qui est décidé parce que il est sorti il y a 1 mois, donc il faut vraiment prendre le temps de voir les propositions. Surtout que Kérosène, pour moi, c'est pas un film, c'est 14 films potentiellement. Moi, je verrais bien ça en série. Ouais, à la Black Mirror. Carrément. Effectivement, Ouais. chaque fois des unitaires, et puis on revient à cette station-service. Oui, tout est possible. Et la vraie vie au cinéma, oui, là par contre c'est beaucoup plus concret. L'adaptation est faite. D'ailleurs, j'ai lu le scénario il y a 2-3 semaines, qui est juste dingue. Je suis trop contente. Mais dis-nous, est-ce que Ryan Gosling joue dans la vraie vie? Dans le rôle du champion, ça aurait pu, mais non. Ah, dommage, parce que moi j'en sais rien, Ryan Gosling à chaque fois, et je l'aurais bien vu dans le rôle du champion. Ouais, écoute, le casting n'est pas encore fait, donc on c'est un casting français, international, Écoute, la réalisatrice est française, c'est Marie Monge, donc c'est une Française. Après, le film va se tourner sur l'île de la Réunion, donc je sais pas du tout. Oui, le tournage se fera en français de toute façon, donc ce sera des acteurs francophones. Mais à ce stade-ci, je sais même pas, et je vais pas poser la question, je sais même pas s'ils seront noirs ou blancs, parce que comme ça se tourne sur l'île de la Réunion, je sais pas si c'est des blancs qui vivent à la Réunion ou si c'est des noirs. Donc c'est vraiment complètement. C'est fou. Mais je trouve ça génial, je trouve ça vraiment super parce que c'est vrai que la vraie vie, je l'ai pas située géographiquement, et je trouve ça super que et vraiment, et l'idée de le transposer sur l'île de la Réunion, c'est une idée de génie, parce que ça offre, je trouve, au niveau de l'imaginaire, quelque chose de très. Elle peut vraiment y mettre une dimension très très onirique qu'on aurait peut-être moins eu dans les forêts ardennaises. Et alors, c'est prévu pour quand ça, du coup, Adeline? Mais je sais pas, ils sont en train de faire les repérages. On vit en mode projet. Non, je sais pas du tout. Et j'avoue que je pose pas trop de questions parce que j'ai pas envie de faire la belle-mère qui vient regarder par le trou de la serrure. Isabelle précise que Bradley Cooper parle français aussi. Ah ouais, mais Bradley Cooper, vous le voyez en champion? Et Jean-Christophe verrait bien Benoît Poelvoorde dans le rôle du père. Ah ouais. Mais d'ailleurs, au théâtre, c'est pas Benoît Poelvoorde, mais c'est Riton Liebman, je trouve, qui a un petit peu le même genre d'emploi que Benoît Poelvoorde, et ça donne super bien. C'est vraiment. Donc il y a une adaptation au théâtre aussi de la vraie vie, et ouais, ça aurait vraiment. Poelvoorde aurait super bien convenu, je pense, effectivement. Et après, on peut peut-être te souhaiter, comme Barbara Abel, une première adaptation française et ensuite une adaptation américaine. Un remake. Made in Hollywood. C'est drôle que tu parles d'elle, je l'ai justement vue hier, Barbara. Et ouais, il y a un grand poster dans son salon avec l'affiche de l'adaptation du film, c'est super. C'est une super belle adaptation, je trouve. Et effectivement, c'est incroyable. On a hâte de voir celle avec Jessica Chastain et Anna Thaouet aussi. Ouais. Eh bien, il est déjà 20h. En fait, c'est passé super vite. Oui. Et moi, j'avais une dernière question, pardon. Je déborde. Je voulais savoir si tu appréciais plus d'écrire dans le côté humoristique ou dramatique. Parce que c'est vrai que tu alternes dans tous les styles. Et moi, j'aime les deux. Mais je voulais savoir si tu avais une affinité particulière avec un style ou l'autre. Je peux pas. En fait, je suis incapable de me départir de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire qu'au moment où je commence à écrire mon histoire, je sais pas du tout dans quel sens ça va partir. Et c'est ça qui m'amuse, c'est de me dire, tiens, quelque chose d'un petit peu léger. En fait, tout à coup, ça peut partir en gros suspense. Et
et l'inverse également. Donc, je crois que je serais incapable de me dire: «Tiens, maintenant, je vais faire un roman uniquement, suspense ou uniquement, parce que l'humour sera toujours là dans le ton. Je crois que vraiment, il me faudra que je fasse un gros effort pour ne jamais dans le ton et en même temps, Bah non, le mais c'est bien, suspense. je trouve. Ça Ah me fait du ouais, bien. ouais. C'est très difficile hein, de savoir écrire avec un peu d'humour, je trouve. Donc, je crois que ça Ah, fonctionne bien. Regardez. et juste, on n'a pas répondu à la question de Virginia, qui demande Dis-nous. pourquoi certains chapitres sont écrits avec un je et d'autres plus en observateur à la troisième personne. Et parce que ça va être une réponse très très courte, c'est que de nouveau, je décide pas trop. L'histoire, elle part comme ça, et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien m'immerger dans le jeu. Et puis de temps en temps, mais je sais pas trop ce qui décide. Et donc, mais c'est vrai qu'on a les deux dans Kérosène. Je crois que j'ai plus de facilité à écrire en jeu, mais de temps en temps, la troisième personne est chouette parce que ça permet de ne pas être prisonnier du personnage, justement, et de pouvoir décaler le regard. Bon, bah, c'est super. En tout cas, on Voilà. souhaite une longue vie à Kérosène. On se fait une petite photo de fin Ouais, avec les bouquins. D'ailleurs, hein, ton éditeur a envoyé plein de petits marque-pages. Ils sont beaux, hein. Ah ouais, c'était super, avec plusieurs personnages, leurs descriptions, et du coup, j'ai trouvé ça super original comme Ouais, c'est super comme manière de... Ouais. Oui, on va se faire une photo de fin. On se fait une photo souvenir avec notre plus grand sourire. Et un Super. tout grand merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos questions. C'était un plaisir de t'avoir. On voudrait juste dire que le prochain apéro, c'est pas mercredi prochain, mais c'est lundi prochain avec Franck Tillier. Franck n'était pas disponible mercredi, donc du coup, ça sera lundi soir. Voilà, vous pouvez vous inscrire comme vous avez fait pour Adeline si vous voulez participer à la rencontre. Et Adeline, mille merci, c'était un bonheur de t'avoir avec nous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère qu'on pourra se voir bientôt, quand on va pouvoir de nouveau avoir accès au bonheur et au salon du livre. Et tant qu'on est dans les rendez-vous, on n'oublie pas non plus que le 19 mai, le mercredi à 19h, on fait une spéciale 1 an de l'apéro des carreaux, avec comme invité Baptiste Beaulieu, et il y aura peut-être des surprises pendant l'apéro. Voilà. On s'autorise tout ce jour-là. En tout cas, merci Adeline. Plein de belles choses pour la suite. Plein de bons retours de tes lecteurs. Kérosène, n'hésitez pas si vous voulez passer un moment fou. C'est le livre qu'il vous faut. Que du bonheur, du rire. Continue à écrire de façon complètement libérée, ça nous plaît beaucoup. Je vais faire ça. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Belle soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bisous. Bisous. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et le replay sera disponible tout à l'heure. Je te l'envoie, Adeline, si tu veux le faire tourner avec plaisir sur les réseaux sociaux. Si Mathieu fait bien son boulot. Ça. Ciao, ciao. Salut. On aussi tous les commentaires dans le chat. Comme ça, tu pourras tout lire tranquillement. Ok, ça va. Bisous Adeline, bisous Caroline. Merci. Bonne soirée à tout le monde.